Quand un enfant est malade, c'est toute la famille qui est malade avec lui. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de cette phrase choc qu'on entend dans la série Tout va bien qui a cartonné sur Disney+, et on va se parler plus largement de cette réalité très difficile mais très vraie qui parle du rapport entre la maladie et les membres d'une famille. Bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Ludivine Morin, je suis sophrologue et spécialisée en analyse transgénérationnelle et ici je vous explique pourquoi vos problématiques d'aujourd'hui sont probablement liées à votre famille. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette série et qu'est-ce qui se passe plus largement dans notre vie? Dans la série Tout va bien, on a une jeune fille qui s'appelle Rose qui est atteinte d'une maladie très grave. Et on va voir que progressivement, tous les membres de la famille vont réorganiser leur comportement en fonction de ce qui se passe avec cette petite fille. On va le voir et on l'a déjà vu ici sur ma chaîne, les membres d'une famille, c'est comme un système, c'est-à-dire que toute l'organisation de cette famille tourne comme un système. Autrement dit, ce qui va avoir un impact sur une personne va concerner de près ou de loin les autres personnes de ce système, en l'occurrence de cette famille. Donc là, cette petite fille, quand elle apprend qu'elle a une maladie très grave, forcément, ça va avoir un impact sur elle, mais aussi sur tous les autres membres de la famille, parce que chacun va ajuster son rôle, ajuster ses responsabilités et ajuster ses actions en fonction de cette maladie. D'ailleurs là, le cas qui est traité, c'est une jeune fille qui a une maladie, mais bien sûr, vous en êtes douté, dans votre famille c'est exactement la même chose. Quand on a une personne qui est âgée, un de nos grands-parents par exemple, qui a une maladie ou qui est en déclin, mais aussi quand on a tout autre événement qui va toucher une personne en particulier de la famille, et on va voir que tout le monde va ajuster son comportement physique, émotionnel et mental par rapport à cet événement. En fait, c'est un peu comme si la maladie de cette personne, elle devenait un peu un catalyseur de ce qui se passe dans la famille, de ce qui est sous-jacent. Et en général, il y a beaucoup de problématiques qui ressortent à ce moment-là et on va en parler parce que c'est exactement ce qui se passe dans la série. Par rapport au rôle et responsabilité justement, ça c'est un grand thème qu'on travaille en transgénérationnel, c'est quel est le rôle que moi je prends dans la famille, est-ce qu'on m'a donné ce rôle et quelles sont les responsabilités qui vont avec, ou peut-être est-ce qu'on m'a pas demandé de prendre ce rôle mais c'est moi qui l'ai pris. On va voir pourquoi justement dans la série, ça c'est vraiment très bien traité et je suis à peu près sûre que c'est ce qui s'est passé dans votre propre vie de famille. Alors là, on a par exemple le cas d'une petite fille donc qui est l'aînée, qui a une maladie grave et on va voir que tous les membres de la famille vont s'ajuster en fonction de ça. Par exemple, elle déjà, elle intervient si vous voulez comme un espèce de révélateur de pas mal de problèmes de la famille. C'est un petit peu comme si sa maladie obligeait tout le monde à se questionner sur ce qui était important ou pas important dans la vie, ce qui était prioritaire ou pas prioritaire. Et puis son cas, son isolement, parce qu'elle va du coup à un hôpital en permanence, va obliger tout le monde à recentrer ses activités et à se dire qu'est-ce que moi je fais et comment je me positionne par rapport à sa maladie. Donc en fait, ce qu'elle traverse elle, c'est assez bousculant pour tout le monde parce que ça demande à chacun de prendre position. Et on le voit. Ceux qui prennent pas du tout position sont regardés du doigt et ceux qui prennent position, voire même qui s'investissent un peu trop, sont aussi regardés comme ça de travers et pointés du doigt. Là par exemple, on va avoir la grande sœur qui a donc sa maladie, mais on va aussi avoir sa petite sœur. Alors sa petite sœur, moi je trouve que dans la série, elle est pas bien mise en avant du tout, enfin en tout cas c'est assez révélateur de ce qui se passe dans les familles. C'est que justement tout est tourné vers l'enfant qui est malade et on oublie complètement la deuxième sœur. Alors la deuxième sœur, elle a pourtant des activités, elle a son spectacle de danse, elle a sa scolarité aussi à maintenir et elle devient finalement un peu comme une oubliée dans cette maladie, dans cette histoire familiale. Et ça, je pense que ça vous est souvent arrivé aussi parce que moi je l'entends beaucoup dans mes consultations. Des gens qui disent moi je suis le frère et sœur, ou la sœur pardon, il m'est rien arrivé. La maladie, elle a touché mon frère ou ma sœur aînée ou cadet, peu importe. Et moi, en fait, je suis un peu passée à la trappe, entre guillemets. J'ai mis de côté mes aspirations, j'ai mis de côté mes désirs, mes besoins, mes priorités, parce que mon frère ou ma sœur qui avait la maladie captivait toute l'attention. Et là, dans la série, on voit un petit peu que cette deuxième enfant, elle est en difficulté, elle exprime quand même de l'attention, elle demande quand même qu'on s'occupe d'elle. Et on voit que les regards ne peuvent pas être tournés vers elle. J'aurais bien aimé qu'on appuie un peu plus sur ce côté-là parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les familles. On a des oubliés, en fait, ceux qui sont pas malades et qui sont un petit peu zappés, voire même complètement zappés dans la gestion de la vie au quotidien. Après, il y a d'autres rôles et responsabilités qu'on peut observer. Déjà, il y a la place aussi de la maman. Donc là, la maman, dans la série, elle est complètement absorbée par la maladie de sa fille, c'est normal.
Elle est même un peu en posture de mère sacrificielle. Du coup, elle s'oublie complètement, elle oublie ses priorités, ses besoins. On va voir qu'elle essaie de compenser le silence qu'il y a avec son conjoint en vivant une autre rencontre amoureuse, en tout cas relationnelle plutôt qu'amoureuse. Et ça, on le voit aussi, c'est pas forcément toujours les mamans qui ont ce rôle de sacrifice, mais on le voit beaucoup avec parfois aussi des conjoints. Quand leur femme a un cancer par exemple, ces conjoints qui sont dans une posture sacrificielle, qui sont complètement dévoués à leur partenaire de vie et qui oublient aussi que eux, ils ont besoin de tenir sur la durée, de préserver leur force émotionnelle, psychique, physique aussi. Et donc ça nous parle aussi des batteries, des ressources. Là, on le voit dans cette série, la maman, elle est complètement épuisée tout au long de la série, physiquement, ça va pas. Et en fait, ça nous parle aussi de la récupération après la maladie. La jeune fille, bon, je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais en fait, tout va un petit peu dépendre de son état de santé. Et c'est du coup, ces gens qui sont dans une posture sacrificielle vont avoir une difficulté à préserver leur énergie, préserver leur batterie émotionnelle, physique et mentale pendant le processus de soins de la personne qui est malade. Et du coup, c'est un petit peu comme si on attendait que l'enfant ou que la personne guérisse pour nous-mêmes aller mieux. Donc ça nous parle quand même vraiment de cette capacité qu'on a à reprendre des forces, à régénérer nos forces pendant ce processus thérapeutique qui peut être très long. Donc là, on a parlé de l'autre sœur, on a parlé de la maman. Le papa, lui, il est assez effacé, il essaie de tenir tant bien que mal. On le voit aussi beaucoup dans les familles quand il y a une personne qui est malade, et ceux qui sont des rocs, ceux qui vraiment disent « moi, je vais tenir un petit peu tout le monde par la stabilité émotionnelle ou en tout cas la posture physique que je vais avoir ». C'est souvent des gens qui ne s'autorisent pas à s'écrouler, à assumer qu'ils ne sont pas bien, à assumer leur crise de nerfs, à assumer le fait que cette maladie les affecte tout autant que les autres. Et puis là, il y a un rôle dont je voulais parler aussi, c'est celui de la grand-mère et celui de la tante. Alors la grand-mère, elle est du coup un petit peu dans sa bulle, là dans la série, voilà, une écrivaine, tout ça. Mais en fait, ce qui est compliqué avec elle, c'est qu'elle va avoir des prises de position et c'est quelqu'un qui a très envie de ramener de la joie et de ramener du positif, alors que la plupart des autres membres de la famille sont en incapacité totale de faire ça. Et je vous en parle juste après dans la vidéo parce que ça nous parle d'un sujet très important de qui a le droit de réagir comment par rapport à un sujet dans une famille. Et elle essaye de ramener de la joie, elle essaye de ramener du positif, elle essaye de voir de l'espoir, et ça prend pas. Ça prend pas, parce qu'il y a des gens qui sont face à la réalité quotidienne de la maladie. Et elle essaye d'avoir un rôle de, pas de sauveur, mais en tout cas de bon esprit, de réassurance, de tranquillisatrice. Et ça ne prend pas parce que les autres personnes ne sont pas réceptives à ça. Et ça, on le voit beaucoup dans les familles. Des gens qui, du coup, vont aussi se trouver une utilité dans la famille en ramenant du positif. Et si ça prend pas, ça peut les questionner beaucoup sur où ils en sont. Et puis, il y a bien sûr la tante, qui est jouée magistralement bien par Virginie Efira. Et elle, cette tante, c'est marrant parce qu'elle va prendre le rôle de la deuxième maman pour cette petite fille rose qui a la maladie. Alors, ça lui va bien, c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Cette jeune femme, donc jouée par Virginie Efira, elle a un compagnon, elle est belle-maman de cette petite fille qui est déjà l'enfant de son compagnon, puisque lui, il est en procédure de divorce. Et c'est tellement compliqué d'interagir dans sa cellule familiale à elle, c'est-à-dire de prendre sa position de belle-mère par rapport à sa belle-fille, de s'ajuster par rapport à son compagnon justement sur la question des rôles dans cette cellule familiale qu'elle a, que du coup elle va glisser son attention sur l'enfant de sa propre sœur à elle et elle devient un petit peu la maman de substitution. Ça, on l'a beaucoup dans les familles. On se rend compte que personne ne lui demande trop de faire ça et encore, quand même dans la série, on lui demande quand même d'être présente. Mais elle, qu'on lui demande ou qu'on lui demande pas d'être là, elle a besoin d'être là. Elle est ventousée à la famille de sa sœur, à la famille de la petite Rose, parce que ça lui permet pendant un temps de ne pas avoir à se poser de questions, en tout cas elle se fait croire ça, de ne pas se poser de questions sur ce qui se passe dans sa propre cellule familiale. Et c'est pour ça qu'on parle de bénéfices secondaires. C'est finalement confortable, malgré le fait que ce soit douloureux, d'aller s'occuper d'un autre terrain de jeu familial que de son microcosme à elle. Et puis le dernier rôle quand même dont je voulais parler, c'est celui de l'oncle de la petite fille Rose, qui est donc le frère de la maman et de la tante jouée par Virginie Efira. Et donc l'oncle, lui c'est carrément la monnaie absente, puis c'est très dur pour lui d'être concerné par la maladie. Vous en avez aussi dans vos familles, parce que j'en parle avec vous dans mes consultations. C'est un peu le fuyant, c'est quelqu'un qui ne peut pas se confronter aux hôpitaux, à la maladie, à la mort. C'est vertigineux pour lui.
il a une profonde affection pour sa nièce, mais c'est assez difficile pour lui de manifester tout ça. Et souvent, moi, j'ai des gens dans mes consultations qui me disent voilà, moi quand j'ai été malade, quand j'ai été atteinte de mon cancer, quand j'ai eu toutes ces douleurs, j'aurais aimé que telle ou telle personne soit plus présente. Et c'est souvent des gens qui sont en incapacité de vous montrer qu'ils sont présents, qui vous aiment, qui sont là pour vous, parce qu'en fait ça les confronte à leurs propres démons, à leurs propres ombres qu'ils n'ont pas encore processées. On voit bien que ce qui se passe dans cette famille, cette maladie de la petite fille rose, elle confronte vraiment tout le monde à ses problématiques de vie et à ce que chacun est en mesure ou pas de gérer, d'absorber, de dire. Et donc voilà, c'est assez révélateur de ce qui se passe dans les familles. Donc, ce qui se passe dans cette famille-là, vous l'avez vu par rapport à toutes les personnes de la famille, c'est que chacun va avoir un rôle et une responsabilité. Mais ce qu'on observe aussi, moi je le vois dans mes consultations, c'est qu'on va avoir des modes de réaction qui sont attendus en fonction de là où on se trouve dans la famille. Souvent, les gens qui sont très très proches de la personne qui est malade, elles vont fonctionner d'une certaine manière, et ceux qui sont très loin de la famille, par exemple, je sais pas, la famille un peu plus éloignée, ils vont savoir qu'il y a eu un événement, ils vont savoir qu'il y a eu une maladie, et tout le monde essaye de se positionner. Vous savez, il y a ceux qui disent par exemple, est-ce qu'on fait des fêtes de famille ? Ah bah oui, mais non, on va quand même pas faire une fête de famille, sachant que eux, ils ont un cancer dans leur famille, quoi. Ah mais si, justement, au contraire, ça ramènerait de la joie, ça ramènerait de la légèreté, donc du coup, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, mais on sait pas comment ils vont réagir. Et vous avez vu, en fait, dans ces cas-là, tout le monde essaye de s'ajuster, tout le monde essaye de savoir qu'est-ce qu'il est permis ou pas de faire, qu'est-ce qu'il est autorisé de dire, et du coup chacun essaye en permanence de prendre position, et on voit bien en plus dans la série, c'est très bien montré que c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des personnes qui disent je sais pas, moi je voudrais qu'on mette de la joie tout le temps, qu'on célèbre même s'il y a quelqu'un qui est malade, et puis il y a des moments, ces mêmes personnes qui ont dit ça, elles vont dire bon, je sais pas, en ce moment, non, on essaie de pas se réunir parce qu'en fait c'est trop douloureux, parce qu'en fait on n'a pas la force. Et donc eux-mêmes ne sont pas constants dans leur énergie, c'est normal. Et donc pour toutes les autres personnes qui gravitent un peu plus loin de la famille, c'est plus délicat de savoir comment se positionner. Et donc on voit bien que cette famille-là, dans tous les cas, elle essaye de s'ajuster par rapport à cet événement-là. Et qu'en fonction des réactions de chacun, on peut par exemple faire des boulettes, ou commettre des impairs et faire des choses qui vont faire date. Vous savez, dans les familles, moi j'en entends des gens qui me disent moi j'ai pas du tout aimé comment telle personne a réagi à la maladie de ma sœur, j'ai pas du tout aimé comment ils ont pris position, comment ils nous ont soutenus ou pas soutenus, etc. Parfois on en fait trop, parfois on n'en fait pas assez, et en fait quoi qu'on fasse souvent, ça peut être difficilement perçu. Donc ce qui est important, c'est remettre de la lumière sur ce qui est en train de se jouer, et surtout beaucoup verbaliser. Très important. Alors maintenant, à ce stade de la vidéo, je voudrais qu'on fasse un parallèle avec ce qui se passe dans les entreprises. En entreprise, c'est assez simple. On remarque que quand il y a une personne qui est malade, par exemple qui a un burn-out, il se passe exactement la même chose que ce qu'on voit dans cette série, et quand il y a une personne qui est malade dans une famille. Pourquoi c'est pareil ? Tout simplement parce que une entreprise, c'est comme une famille, c'est un écosystème. Ok ? Et donc, si on reprend la métaphore de l'arbre par exemple, dans une famille, on va avoir chaque personne est une branche de l'arbre, et donc elle n'est pas juste connectée aux autres par les autres branches, elle est connectée par l'ensemble de l'arbre, par la structure de l'arbre, par les racines de l'arbre. Et donc en entreprise c'est pareil, moi dans mon service marketing, je suis pas juste connectée au DG par un rapport hiérarchique de branches, si on veut garder cette métaphore, je suis aussi concernée et en lien avec ce directeur par la structure de l'entreprise, par son année d'existence, par tout ce qui nous lie, tout ce qui fait qu'on a des projets en interne, etc. Et parce qu'on est des êtres humains qui partageons des valeurs communes et une ambition commune dans cet exercice professionnel. Donc, si imaginons qu'on est une personne au service marketing qui fait un burn-out, on va vite se rendre compte que de la même manière que dans la famille, la maladie, le trouble, le burn-out va faire tache d'huile. Et on va avoir, comme dans la famille, des modes de réaction différents. On va avoir par exemple des managers qui peuvent avoir des réactions survoltées, vous savez, qui veulent remettre de la joie, par exemple qui veulent compenser, qui veulent faire en sorte que ce qui se passe avec ce collaborateur ou cette collaboratrice, ça se voit pas trop et qu'on fasse un peu bonne figure. On va faire des petits points de temps en temps, des petits after-work, pour se dire allez, haut les cœurs, tout va bien. Et ça peut être plus ou moins bien, vous vous en doutez. On va aussi avoir des gens, c'est parfois des RH, mais pas forcément, qui vont essayer de dire bon on voit bien qu'il y a eu une souffrance dans l'entreprise, on a bien compris qu'il y a eu un burn-out, on essaye de rattraper le tir et on met des corbeilles de fruits, des choses comme ça. Et ça en fait, ça a un effet aussi détournement d'attention
du trouble qu'on est en train de gérer en disant bon bah ok, on a bien compris qu'il y avait une maladie, quelque chose à gérer, mais on essaye de faire en sorte que pour les autres salariés, que tout le monde tienne bon, que tout le monde s'accroche et que le moral chute pas. Et ça pareil, c'est plus ou moins bien vu parce qu'en général, les salariés se disent ils sont pas dupes, il y a vraiment un problème dans l'entreprise, on essaye de camoufler des choses, ça veut dire que ça va pas et en général ça plombe encore plus le moral dans l'entreprise. Et puis on va avoir aussi des managers ou des responsables ou des collaborateurs qui vont faire comme si rien ne s'était passé. Ça va être parfois des collègues qui vont prendre beaucoup plus sur leur dos, qui vont dire bon allez, je compense, je fais comme s'il était là mais il n'est pas là, c'est moi qui prends le travail à sa place. Et c'est des gens qui vont s'user aussi, un petit peu comme la posture sacrificielle de la maman dont on a parlé tout à l'heure. Ou alors ces managers, ces responsables qui vont ne pas parler de ça, vraiment en faire un non-sujet. Et tenir la barre, dire ok, on tient la vision, on attend que cette personne-là elle se soigne vis-à-vis de son burn-out, qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, et on essaye de voir la vision et de s'accrocher. Et pareil, on voit bien que tout le monde finalement, de la même manière que dans la famille, dans l'entreprise, on va avoir tout le monde qui essaye de s'ajuster par rapport à la réalité de la personne qui est en difficulté. Et quand c'est pas juste une personne et que ça fait tache d'huile et qu'on va avoir plusieurs personnes dans un service, quand on va avoir, là j'ai pris l'exemple du burn-out, mais ça peut être un service qui est malade dans le sens plus de collaboration, des gens qui se parlent très mal, des gens qui se sentent humiliés ou qui s'humilient, etc. Un management toxique par exemple. On va avoir du coup toute l'entreprise qui va s'ajuster parce qu'on le voit, ça remonte très très haut, hein. Ça remonte au RH, ça remonte dans tous les services, ça parle aussi. Et une fois que cet événement, que cette crise, elle est passée au sein de l'entreprise, il y a comment chacun va reprendre ses forces. Comment est-ce que certains vont dire moi cet épisode c'était vraiment difficile, ou alors certains qui vont dire non je sais pas, on a quand même bien été accompagnés. Voyez, et chacun va en fonction de son prisme, en fonction des ressources qu'il a, en fonction de sa proximité avec l'événement de base, chacun va réagir de manière différente. Donc là, je vous invite à me partager dans vos commentaires si ça fait sens pour vous, si vous avez observé ça dans vos services, dans vos entreprises, dans vos milieux professionnels, comment les gens réagissent quand il y a une personne soit malade avec sa propre maladie, soit malade de l'entreprise, donc principalement un burn-out. Comment est-ce que chacun va prendre position? Qu'est-ce que vous avez observé? Et est-ce que vous vous êtes par exemple aussi senti en difficulté? Alors si je reviens maintenant à la série, simplement pour faire une clôture de ce sujet-là, dans les prochaines vidéos, on reparlera justement de ce qu'on voit un petit peu en filigrane dans cette série, c'est comment est-ce que chacun a des ressources pour affronter ces difficultés-là, comment est-ce qu'on prend position, donc ça on l'a vu, les rôles et les responsabilités, mais surtout comment est-ce que, en fonction du rôle que j'ai pris, j'ai des capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles et comment je tiens ce marathon-là, ok? Donc ça, on s'en parlera dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. À très vite!